Les Bantous sont le résultat d'une longue immigration de plus de 5000 ans, d'une longue maturation, de plusieurs migrations. Tous les occupants du Congo sont donc venus de quelque part. Congophiles et amis du savoir, bonjour. Je suis Hervé Maïka, un passionné d'anthropologie, d'histoire, de sociologie, sans être un professionnel et sans faire des sciences humaines, des sciences exactes. Je tiens à remercier profondément tous ceux qui ont aimé, partagé, discuter de la dernière vidéo qui a été faite concernant l'histoire des Lari. Plusieurs questions me sont revenues. Nous aurons probablement l'occasion d'y revenir dans un échange, peut-être en direct une autre fois. Un débat intellectuel est nécessaire dans notre pays pour sortir de la rumeur qui enveloppe l'ensemble de la société et facilite la manipulation des données historiques à des fins peu avouable. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y a environ 5000 ans, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ, sur les bords du fleuve Niger, des Africains commencent à pratiquer l'agriculture. Ce sera une révolution technologique qui fera que la population s'accroît rapidement. Il faut savoir qu'avec la chasse, la population humaine a besoin d'un territoire de 2 km² par individu. Avec l'agriculture, non seulement que la nourriture s'accroît, mais les populations s'installent de manière plus nombreuse. Ils peuvent être jusqu'à 20 sur 2 km². Très rapidement, donc, de nouvelles terres sont recherchées. Au nord et à l'est, c'est le Sahara et le Sahel. Alors, ces groupes vont commencer à descendre vers le sud en longeant la côte. On appellera ce premier groupe qui se détache les proto-Bantous. Ils ne sont pas encore Bantous, mais c'est ceux qui vont devenir des Bantous. Au bout de quelques années, voire de quelques centaines d'années, parce que lorsqu'on se déplace en groupe et en mouvement, ce n'est pas comme marcher. Lorsque l'on marche pour faire 100 km, il vous faut 3 à 4 jours. Mais lorsque vous êtes en groupe ou lorsque vous êtes en famille, lorsque vous cherchez des nouvelles terres, vous vous déplacez pendant un an, vous vous arrêtez quelque part, vous pouvez rester 2, 3, 4 générations avant de vous apercevoir voir que l'endroit est hostile, qu'il y a plusieurs maladies, que les rivières ont la bilharziose, que les animaux sauvages vous attaquent et que vous mourrez facilement avant de redémarrer et de continuer votre conquête. Donc légèrement, petit à petit, ce peuple se met à descendre et au bout de quelques centaines d'années, au bout d'à peu près plus que ça, au bout de 1000 ans, atteint le bassin du Vouri. Le bassin du Vouri se trouve dans une zone incluse entre Douala et le sud du Nigeria. Et ils s'y installent. À partir de là, ils vont macérer, ils vont vivre ensemble, se mélanger, recevoir d'autres nouveaux proto-bantous les rejoindre. Et nous pouvons parler, à partir de là, de la naissance d'un véritable groupe linguistique dit bantou. Encore plusieurs centaines d'années plus tard, parce que cette maturation a été longue. Les preuves qu'on a retrouvées sur place, les silex, ainsi de suite, prouvent effectivement cette durée de vie dans cette zone. Il y a une nouvelle surpopulation qui survient en ces lieux et les gens, ces nouveaux bantous, qui ont acquis une langue commune, qui ont appris quelques traits communs, des gènes communs, reprennent la route et se mettent à nouveau à la recherche de nouvelles terres. Ils continuent leur chemin vers le sud, en se poursuivant toujours la descente de la côte. Ils vont arriver jusque dans le territoire de l'actuel Gabon et vont pénétrer légèrement la forêt, mais pas tant que ça, parce que la forêt reste une zone très hostile pour eux. Une petite partie, toutefois, va aller rechercher des terres en prenant le sens inverse. C'est-à-dire, ils ne vont pas repartir vers le nord d'où ils viennent, mais ils vont plutôt longer la forêt équatoriale sur son versant nord, se dirigeant vers l'est du continent. Ils vont donc passer par le nord du Cameroun, le nord de la Centrafrique, le nord du Congo, de la République démocratique du Congo, et aller vers l'est du continent où ils vont atteindre l'Ouganda, le Soudan, rencontrant les populations autochtones du bas Nil qui n'avaient jamais bougé. Ils vont se mélanger avec eux, ils vont descendre jusqu'au Kenya, jusqu'en Éthiopie et couvrir toute cette zone-là où ils vont se mélanger avec des populations locales, des populations afro-asiatiques. Quant à l'autre partie la plus importante qui va plutôt descendre du côté du Gabon comme nous l'avons dit, elle prendra elle aussi environ 2000 ans à descendre le long de la côte gabonaise, pénétrant légèrement le pays et trouvant les premières terres hors forêt dans l'espace contenu entre le Mayombe et la côte. Vous le voyez sur la carte, le sud-ouest du Congo est la première zone hors forêt dans laquelle on peut pénétrer
en prenant ce chemin-là. Donc, vers à peu près le 1er siècle de notre ère, au moment où naissait Jésus, des groupes reprennent le chemin et commencent à s'infiltrer à l'intérieur du continent à partir de la zone incluse entre le Congo central, aujourd'hui province de la République démocratique du Congo, et le Kwilu. Ils longent certainement les cours d'eau, comme font souvent les migrants de cette époque-là. Donc, ils vont longer le fleuve Congo de part et d'autre pour remonter vers l'intérieur du continent. Partout, ils trouvent des plaines, ils s'installent. Quand ils sont un peu plus peuplés, ils continuent leur chemin. Ils vont longer également les petites rivières, les petits fleuves qui se trouvent à l'intérieur, comme le fleuve Kwilu, le Nyari, la Bwenza, la Nduo qu'on appellera un peu plus bas le Djoué, et que plus tard, nous y reviendrons, les colons appelleront le Gordon Bennett. Ces populations vont pousser leur migration plus loin, prenant plusieurs directions, vers le nord de la République démocratique du Congo, vers le sud de la République démocratique du Congo, continuons et aller rencontrer le petit groupe qui s'était détaché 1500 à 2000 ans plus tôt et qui s'était retrouvé du côté du Kenya, qui sont aussi des vieux bantous, parce que la formation de la langue et de la culture bantou, elle s'est faite ensemble 4 à 5 000 ans plus tôt. Là, ces populations bantoues rencontrent des populations qui vivaient déjà là. C'est celles que nous mettons dans le terme globalisant de pygmées. Mais il faut rappeler que pour ces populations-là, elles ne se ressemblent pas. Nous avons des populations pygmées qui ont plusieurs dénominations, mais nous les appelons du même nom, mais eux ne considèrent pas qu'ils sont cousins, qu'ils sont voisins. C'est nous qui les voyons comme tels. De la même manière que quand les Blancs sont venus pour esclavagiser les Noirs, pour eux, tous les Noirs se ressemblaient, alors que pour les Noirs, la personne qui habitait dans l'autre contrée n'était pas forcément son frère. Le racisme est une création de l'esclavage. D'autres migrations du foyer gabonais, bien entendu, vont continuer leur descendre plutôt en ligne droite, vont aller coloniser l'Angola, puis la Namibie, n'étant stoppées que par le désert du Kalahari. Là-bas aussi, ils vont rencontrer des populations qui ont toujours vécu dans ces contrées-là. Ce sont des populations qu'on appelle aujourd'hui les San. Il n'y a pas si longtemps, on les appelait les Khoisan. Et bien avant, on les appelait, sous la colonisation, on les appelait les Bushmen. Ce sont les plus vieux habitants de la Terre. C'est génétiquement prouvé. C'est ceux qui ont les gènes qui démontrent une concentration totale des gènes qu'ils ont distribués à leur descendance que toutes les autres populations ont. Avec eux, il y a aussi les pygmées que nous trouvons dans cette zone d'Afrique centrale et australe, ceux que nous appelons pygmées, qui sont des peuples qui sont restés avec des technologies plutôt rudimentaires, utilisant des pierres, alors que les peuples bantous arrivent déjà avec la connaissance de la métallurgie, avec la connaissance de l'agriculture, qui sont deux piliers essentiels du développement. Le Congo, pour revenir à ce pays qui est l'objet de notre étude aujourd'hui, reste donc une zone de passage importante pour les Bantous et une zone de longue habitation, de croisement de populations, de brassage de peuples, par sa position géographique, par ses plaines fertiles, par ses eaux abondantes. Les communautés qui s'y succèdent sont alors des petites communautés bantoues, sans État, fusionnant les uns avec les autres, s'intégrant, se désintégrant, recevant des nouveaux migrants, se divisant, se dispersant. C'est vraiment un mouvement de vie total et continu, mais on n'a pas encore créé à ce niveau-là de grands États structurants. C'est grâce à une récente étude qui date de 2017 sur le génome humain, menée par une équipe composée de chercheurs des États-Unis, de France, du Bénin, du Gabon, du Portugal, etc., qui a porté sur 57 populations de toute l'Afrique saharienne, que nous avons enfin su qui s'est mélangé avec qui, comment les gens se sont éparpillés, comment les gens sont revenus retrouver d'anciens gènes qu'ils avaient. Cette étude menée par le célèbre Luis Quintana Murci, qui est un spécialiste de la génétique des populations, a révélé d'abord une chose fondamentale, c'est que ces populations bantoues, en se déplaçant et en se dispersant à l'intérieur de l'Afrique centrale, se sont croisées avec des populations que nous appelons pygmées, c'est-à-dire que des hommes bantous ont eu
des enfants avec des femmes pygmées. Cela peut se savoir par la génétique. Quel gène d'homme nous avons, quel gène du père nous avons, quel gène de la mère nous savons. Et ça explique la réussite et la croissance de cette population dans ces milieux plutôt hostiles où il y a beaucoup de maladies parce que ces croisements ont permis d'acquérir des gènes pour pouvoir résister à tout un tas de maladies qui se trouvent dans cet ensemble. Ces gènes sont très bien identifiés. On sait très bien quel gène on a eu et à quoi ça nous a protégés. L'immigration est souvent le fait d'hommes seuls. Ceux qui vont chercher des terres ne vont pas souvent avec des petits-enfants. Ce sont des hommes seuls, jeunes, qui vont chasser plus loin, qui vont s'éloigner et trouver des terres nouvelles. Ils vont s'accoupler avec les populations qu'ils vont trouver sur place et ils vont continuer. D'autres nouvelles populations vont arriver, vont continuer à s'accoupler avec les nouveaux et vont continuer leur chemin. Ces études confirment donc que les Bantous ont donc longer d'abord la forêt équatoriale pour ensuite suivre les voies migratoires vers l'est, le sud de l'Afrique subsaharienne. Ils auraient rencontré d'autres peuples, ainsi de suite. Ils le prouvent de manière assez détaillée et précise. Cette période va encore prendre l'ensemble du premier millénaire avant que des soubresauts de premiers petits États commencent à se créer et le plus grand État qui va se créer dans toute cette région de l'Afrique centrale, le tout premier en tout cas qui va voir le jour, c'est, comme chacun le sait, le Royaume Congo qui voit le jour au XIIIe siècle. En général, quand on dit XIIIe siècle, ça ne veut pas dire 1300 et quelques, mais 1200 et quelques. La naissance de ce royaume va être située en République démocratique du Congo, du côté du pays Bayombe. Pendant longtemps, on est resté sur cette image. Il y a donc un héros fondateur qui sera un roi forgeron, un maître de forge, qui va créer ce royaume et on va se positionner quelque part dans le pays Bayombe. Selon les traditions recueillies par un voyageur italien qui s'appelait Cavazzi et qui était au XVIIe siècle, le royaume Congo, à Mbanza Congo, on lui avait dit que le fondateur venait d'abord d'un petit royaume qui s'appelait Bungu et que celui-ci se trouvait au nord du fleuve Congo. Mais il se trouve que de plus en plus de chercheurs estiment que la région où vivent les Bayombe, donc c'est-à-dire le Mayombe, Mayombe ça veut dire roi des Yombe, parce que plus tard au 19e siècle, les Yombe auront aussi un royaume. Donc là nous ne sommes pas au 19e siècle, nous sommes encore au moment de la création du royaume au 13e siècle. Cavazzi, on lui dit 4 siècles plus tard que dans le souvenir des populations de Mbanza Congo, le royaume d'origine s'appelait Bungu. On l'a situé donc dans le Mayombe, mais aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs le situent plutôt du côté de Bokosongo, pour la simple raison que du côté du Mayombe, il n'y a pas de mine de fer. Comment un roi forgeron aurait-il pu émerger là-bas en créant beaucoup d'armes, beaucoup de forges, beaucoup de flèches, beaucoup de saguets et de couteaux pour aller conquérir le reste? Donc on a supposé que la zone au nord du fleuve qui avait beaucoup de minerais, c'est la zone de Bokosongo. Je rappelle que Bokosongo, Boko ça veut dire un campement et Songo signifie le cuivre. Et à côté de Bokosongo, il y a un grand champ minier de fer avec une forte teneur, donc de fer de bonne qualité, et on la retrouve également du côté de Mindouli. Donc c'est à peu près dans cette zone que l'on se situera. Mais ce roi, quelque temps après, va descendre plutôt vers le sud avec son peuple pour aller créer le royaume, pour aller créer la capitale du royaume Congo, Mbanza Congo, que plus tard les Portugais appelleront San Salvador. Il faut donc savoir que il est arrivé de lire ou d'entendre que ce sont les habitants du Luango qui sont les descendants des Congo et non l'inverse. Ce n'est pas faux. Le Luango, là je remonte le temps, remonte le temps, j'arrive au 15e siècle, le Luango va se créer, mais le Luango s'est créé d'abord dans ce qui est aujourd'hui le Cabinda, et la population du Cabinda est majoritairement Yombe. Il s'est créé dans le Cabinda, puis ensuite a migré plus haut pour aller occuper le Kwilu, où qu'ils occupent aujourd'hui, repoussant dans les confins du nord du Kwilu les Babouissi et les Lumbu. Les Babouissi sont des peuples qui étaient peut-être là au moment de la formation de la culture Congo, parce qu'il faut savoir qu'une culture peut naître sans qu'il y ait un État. Mais les Lumbu ne sont pas Congo, ce sont sans doute des pré-Congo, soit des Bantous descendus de la côte qui sont arrivés après la formation du royaume Congo ou qui sont arrivés avant la formation du royaume Congo, mais en tout cas, ils n'ont pas vécu dans ce groupe-là dans un premier temps pour créer ensemble le royaume Congo.
Et lorsque nous parlons de Bokosongo, qui est aujourd'hui une localité en République du Congo, peuplée par la communauté Badondo, ça ne veut pas dire qu'au XIIIe siècle, les gens qui habitaient là-bas étaient les Badondo. Plusieurs bouleversements vont s'opérer pour emmener aux populations qui existent aujourd'hui. Les anciens groupes, les anciennes langues qu'il y avait, ont gardé des reliquats avec ce que nous connaissons aujourd'hui, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. En effet, la linguistique, l'étude de l'art et l'étude de la manière de vivre des Badondo nous les rapprocherait plutôt du reste des populations vivant dans la province Congo du Nsundi, province qui était la plus au nord du royaume Congo, et dans le sous-groupe plutôt particulier des Babwende, dans lesquels on retrouve les Bantandu, on retrouve les Manyanga, on retrouve les Lari. Je disais dans ma précédente vidéo, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, petit mot sur le Royaume Congo pour comprendre ce qui va se passer plus tard, la théorie des 6 provinces. Il y a un monsieur qui s'appelle Pigafetta qui a écrit un livre sur le récit de Duarte Lopez sur ce qui se passe au Royaume Congo. Donc, il a fait donc ce compte rendu et ce rapport au XVIe siècle. Et c'est lui qui est le premier à dire que le royaume avait 6 provinces. Mais le royaume avait 6 provinces au moment où lui il est passé en visite. Ça ne veut pas dire que 100 ans avant il avait toujours 6 provinces, 100 ans après il avait toujours 6 provinces. Le nombre pouvait être variable et toutes les provinces n'avaient pas le même poids. Il y avait des provinces où celui qui les dirigeait avait plus de pouvoir et son pouvoir était héréditaire. Il y avait des provinces où il en avait moins. Les tailles aussi étaient très différentes d'une province à l'autre. Ensuite, le deuxième point à examiner, c'est la théorie de l'ère culturelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tous ceux qui parlaient une langue apparentée Congo à cette époque étaient des citoyens d'un État Congo. Le royaume Congo était un véritable État, oui, qui était puissant, qui était organisé, mais pas comme peut l'être un État du XXe siècle. Il ne faut pas faire la comparaison. Les gens n'avaient pas d'acte de naissance, les gens n'avaient pas de carte d'identité, les gens n'avaient pas d'allégeance directe et automatique. Ainsi, un peuple pouvait très bien être de langue Congo, sans pour autant qu'il y ait un rapport politique direct entre lui et l'État central du Congo. Souvent, ce sont les peuples périphériques, mais pas que. Les peuples qui sont très éloignés avaient un lien très détaché avec le centre du Congo. Ils pouvaient passer un siècle entier sans avoir vu un seul administrateur ou sans avoir été englobés dans quelque chose. Le royaume Congo avait des routes et souvent ces États contrôlent les routes. Alors, quand une route est longue et la population est peu nombreuse dans ces zones-là, on ne s'embête pas beaucoup à savoir qui vit à gauche et à droite. C'était la même situation en Europe. La même situation. Avant la naissance de la cartographie au XIVe et XVe siècle, cartographie qui a permis ensuite d'aller conquérir l'Amérique, le roi de France n'avait pas vraiment une véritable vision du domaine qu'il administrait. C'était pas assez clair pour lui. C'était des routes, c'était des villages, et puis souvent vous vous retrouvez à l'intérieur même de la France avec des contrées qui étaient dirigées par des ducs, des comtes ou des marquis, qui ne dépendaient pas de la couronne de France, mais qui, par l'histoire, pour plusieurs raisons, dépendaient plutôt de la couronne d'Angleterre. C'était le cas pratiquement de tout le pays bordelais pendant longtemps, et pas très loin du pays bordelais, près du pays basque, il y avait des gens qui dépendaient de la couronne d'Espagne, d'où, par exemple, le petit royaume qu'on appelait la Navarre, qui a laissé son nom de roi de France et de Navarre quand Henri IV, roi de Navarre, est devenu roi de France. Donc c'est un peu la même chose en Afrique, mais en un peu plus complexe d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'écriture, c'est assez distant, c'est compliqué. Donc un peu de flottement. Tous ceux qui parlaient une apparenté Congo ne sont pas obligatoirement membres, c'est-à-dire que ne sont pas consignés quelque part comme membres d'un royaume Congo. Ils ne se réveillent pas le matin en se disant que mon État est là-bas. Et tous ceux qui ne parlaient pas Congo, on pouvait retrouver des groupements de Batéké à l'intérieur du Royaume Congo, des groupements de gens parlant Yaka à l'intérieur du pays Congo, ou des groupements de gens parlant Kimbundu dans l'intérieur des pays Congo. D'ailleurs, une des causes fondamentales de la destruction du Royaume Congo, c'était donc la fameuse bataille de Mbouila qui a eu lieu le 29 octobre 1665. Elle a eu lieu parce qu'un territoire qui se trouvait à l'intérieur du Royaume Congo était devenu indépendant depuis peu. Un monsieur était devenu roi et il est mort. Pour sa succession, sa sœur voulait lui succéder et son fils voulait aussi lui succéder. Le roi du Congo soutenait la sœur. Le représentant du Portugal qui avait déjà occupé l'Angola, donc au sud du Royaume Congo à l'époque, l'Angola, et on avait fait un État portugais, soutenait le fils. Et ils sont allés se rencontrer à Mbouila pour combattre. Et l'ensemble de la cour et des princes du roi Antoine Ier
a été assassiné, toute la cour, tous les princes, et le royaume s'est écroulé à partir de là. Par la suite, les différents princes prétendants au trône se sont mis à se guerroyer, à se faire une guerre civile incroyable qui donnera naissance 30 ans plus tard à l'arrivée de Timpavita, qui va se battre pour essayer de les rassembler autour de la couronne de Pierre IV. Mais tout ce bouleversement va provoquer la fuite des populations. Quand votre prince soutient tel camp, ben, l'autre prince peut venir l'attaquer, ou bien il va demander à ce que on lui donne des hommes pour aller combattre, et ça va provoquer un mouvement de dispersion générale. À cela, vous allez ajouter la présence des Portugais à Luanda. Vous allez ajouter l'esclavage qui sévissait dans les quatre coins et qui provoquait énormément de razzias, parce que les Portugais, pour prendre des esclaves, donnaient des armes aux Noirs, en échange des esclaves. Avec ces armes, les Noirs se sentaient forts et allaient combattre d'autres villages, prenaient d'autres esclaves qu'ils ramenaient, on leur redonnait des armes en paiement. Évidemment, il y avait aussi du whisky, il y avait aussi des miroirs, il y avait aussi des pagnes, il y avait aussi beaucoup d'objets de ce genre, de la ferraille. Mais ça a permis donc d'entretenir un système esclavagiste qui devenait insupportable pour les populations. Le Portugal arrivait même à une certaine période à enlever des citoyens Congo en pleine capitale. Il y a des lettres du roi du Congo qu'il écrit au roi du Portugal et au pape pour se plaindre de ce comportement de leurs partenaires qui sont installés à Luanda, qui se permettent d'enlever jusqu'aux enfants de nobles pour les emmener en esclavage. Donc la situation était devenue intenable, était devenue incontrôlable, et le Portugal a fini par tuer toute la cour et tout le monde. Le Congo a essayé de résister, de se reformer, de recréer des rois, d'en reconnaître certains. Il y avait des moments où il y avait 3 rois de 3 maisons nobiliaires différentes qui se concurrençaient. C'est devenu une véritable pagaille de 1665 et qui ne s'est jamais vraiment rétabli. Il y a eu un rétablissement autour du 19e siècle, mais enfin, il a été de courte durée, puis c'était la colonisation. Donc toutes ces populations se sont éparpillées à partir de là, mais elles ont surtout afflué vers le nord. Pourquoi le nord? Parce que l'est, c'était pas possible. Les assaillants venaient souvent de l'est. Il s'agit d'abord des peuples Yaka et ensuite des peuples Chokwe. Le sud, c'était Luanda, le Portugal. Et donc, ils sont montés vers le nord. Et ceux qui étaient le plus au nord ont été les premiers donc à progresser. Les tout premiers d'entre eux, c'était donc les Sundi. Sundi est un mot que l'on peut donner à tous les habitants de la province de Nsundi. Et tous les Congo, du Congo-Brazzaville d'aujourd'hui, à quelques rares exceptions comme ceux du Luango, les Yombe, mais la plupart des Congos du Congo-Brazzaville aujourd'hui sont issus de la province de Nsundi, qu'il s'agisse des Dondo, qu'il s'agisse des Bembe, qu'il s'agisse des Lari, qu'il s'agisse des Congo Banseke qu'on appelle aujourd'hui Congo Boko, qu'il s'agisse des Basundi à proprement parler. Tout le monde a suivi ce mouvement-là qui a commencé en ce moment-là. D'abord par les Basundi, qui sont montés donc jusque dans le sud du Niari et ont traversé le fleuve Niari. Le royaume Congo nous dit nous disent plusieurs auteurs, notamment Georges Dupré, Miller, Thornton, Bontic, vraiment énormément, nous disent que le royaume Congo dépassait, allait au nord de la rivière Niari. Au nord du fleuve Niari, il arrivait déjà là-bas. De son côté nord, et de son côté est, sa frontière était à peu près la Ndouo. Donc au niveau de la Ndouo, il s'arrêtait, il n'arrivait pas dans dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Stanley Pool. Et je tiens encore à signaler que le Stanley Pool, c'est donc le bassin d'eau qui existe entre Kinshasa et Brazzaville. Ce grand lac n'a jamais été débaptisé par l'État congolais. Il porte encore le nom d'un colonisateur, et d'un colonisateur vraiment mauvais comme Stanley. C'est encore un rappel qu'il faut faire des pressions, que certains noms doivent être débaptisés. Du côté de la RDC, il a été débaptisé, il s'appelle Pool Malebo. Du côté du Congo-Brazzaville, il n'a jamais été débaptisé. Et d'ailleurs, pourquoi il s'appelle Pool? Parce que ça veut dire piscine, ça veut dire bac en anglais. Et c'est Stanley, qui est d'origine américaine, qui avait donné ce nom. Donc, il n'arrivait pas jusque là-bas. Au moment de la création du royaume Congo, au XIIIe siècle, le royaume Téké n'existe pas. Au XIVe siècle, il n'existe pas. C'est vers le XVe siècle qu'il sera créé. Nous y reviendrons tout à l'heure. On finit avec le royaume Congo, donc avec la dispersion des Sundi, qui vont se mettre à progresser à l'intérieur du Congo, à remplir encore les places qu'occupaient ceux des leurs, et à repousser, à confiner plus haut les peuples qui étaient déjà là-bas, qui n'étaient pas Congo. En général, entre Congo, soit on se mélange, soit on vit à côté, mais il n'y a jamais eu vraiment des conflits lors de ces mouvements-là.
Alors, au XVIe et XVIIe siècle, quand ces mouvements de population se font, le Luango a déjà pris son envol par rapport au Congo, je parle des royaumes, et le royaume Luango contrôle certaines colonies Congo qui se sont éloignées du centre qui est déjà en déconfiture. Donc le royaume Congo, Luango a une certaine emprise sur les royaumes Bayombe, il a une certaine emprise sur les Bakuni, il a une certaine emprise sur les Bakamba, mais cette emprise peut durer une ou deux générations le temps de la durée d'un roi et se distendre, le lien se distend de la génération d'après si le roi suivant est faible ou bien s'il n'y a plus d'affaires, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, revenir encore sur un lien encore plus fort. Tout ça est très flottant. Le témoignage d'un seul blanc qui passe par là ne veut pas dire que ce qu'il a vu aujourd'hui, c'est ce qui se passait tout le temps. Donc, il faut beaucoup nuancer et certaines preuves, donc, justement, montrent ces différences. Mais avec les Congos qu'ils vont trouver, ils vont rencontrer d'autres populations, les Ndassa, les Pounou, les Lumbu et ainsi de suite. Mais ces populations, beaucoup portent à croire, et des traces archéologiques le démontrent, qu'à cette époque, c'est-à-dire qu'avant les migrations Congo et les migrations Téké, ces populations occupaient plutôt la partie du Poul et des plateaux, ainsi que d'une bonne partie du Gabon avant la descente des Fans. Donc, il s'agit des Pounou, il s'agit des Kota, il s'agit des Mbeti, il s'agit des Ndassa, il s'agit de toutes ces populations majoritairement confinées dans le nord du Niari aujourd'hui et dans l'est du Congo. Leur aire d'habitation et de progrès était beaucoup plus grand avant la pression venue du nord venue du sud, emmenée par les Bakongo, fuyant donc la province de Nsundi, et celle venue de l'est, emmenés par le puissant groupe Téké, déferlant dans ces zones et prenant le contrôle. Dans ces groupes, bien sûr, il ne faut pas oublier les Nzebi, les Zombamba, les Yaka, qui sont des petits groupes qui ont été énormément perturbés en cette période par l'avancée de tous les autres groupes. Lorsque ces groupes arrivaient, ils les chassaient de leurs terres, ils devaient se disperser parfois en plusieurs villages, ils rentraient sur un autre territoire, ils rencontraient, par exemple, les Batéké arrivent, les débarrassent, prennent leur place, et ils se divisent en plusieurs groupes, ils infiltrent la forêt, ils en ressortent, ils vont se retrouver contrés par les Congos de l'autre côté, sont obligés encore de s'éparpiller, de choisir un coin, de s'infiltrer à l'intérieur de la RDC et d'autres à l'intérieur du Gabon, où ils vont rencontrer les Fans, qui vont les ramener vers le bas. Ils ont vraiment vécu une situation d'embrouillamini qui se voit encore aujourd'hui par l'existence vraiment de petits groupes, de petits clans, parfois qui ne sont pas rattachés par des villages. Vous avez des villages séparés par un autre groupe ethnique au milieu. C'est la résultante de cette histoire mouvementée. Ces populations que nous avons citées, les Pounou, les Tsangi, les Nzebi, les Ombamba, les Yaka, les Babouissi, les Lumbu, ainsi de suite, nombreuses ne sont pas allées bien loin. Donc, on subit beaucoup, ce sont des populations bantoues. Nombreuses ne sont pas allées bien loin, se sont déplacées sur 500 km aller, 500 km retour. Ce sont des mouvements pendant 1000 ans, pendant 1500 ans, pendant 2000 ans. Et on subit des croisements divers. Ils ne se sont pas toujours appelés comme ça. Les populations, les noms des ethnies se donnent souvent par rapport à des lieux d'habitation, par rapport à des noms d'animaux, par rapport à des habitudes qu'ils ont et ainsi de suite. Ils ont peut-être changé de nom plusieurs fois dans leur existence, pas peut-être, sûrement changé de nom plusieurs fois dans leur existence, plusieurs fois dans différents groupes. Et il ne faut pas considérer, donc je ne suis pas en train de dire que les Zombamba, que les Yaka, que les Tsangi ont toujours vécu là, ce sont les autochtones du Congo, non, mais ils sont là depuis très longtemps, probablement avant la fin de la création du royaume Congo, se promenant entre le Gabon, la RDC, la partie Poul, plateau, revenant sur le Niari, ils occupent cette zone, prenant des noms, se mariant avec d'autres, se mélangeant, se disloquant, mais on retrouve en eux les souches de ces populations-là qui ont envahi la zone sans avoir fait de grandes migrations et sans avoir créé de grands États, ce qui a d'ailleurs été leur grande faiblesse. Là aussi, les études de Georges Dupré, qui a fait des études approfondies sur les Banzebi et plus tard sur les Babembe, ont montré l'ancienneté de ces groupes.
Les Babembe ne sont pas encore là. Les Babembe viendront plus tard avec la migration au 19e siècle. On ne peut pas arriver là-bas sans parler des autres migrations de cette époque. Les Bakunu sont des Congos. Effectivement, ils ont la culture Congo. Ont-ils eu des rapports de suzeraineté avec le Congo? Possible, mais ils sont tellement loin que cette puissance n'était pas grande. Mais le royaume de Nsundi arrivait jusque-là. On va le voir tout à l'heure quand nous allons parler des Congo. Et ils ont rapidement aussi été sous la coupe du royaume de Luango lorsque le Nsundi s'est affaibli, tout comme le Luango a pu récupérer aussi les Yombe. On l'a dit au début, les Yombe sont nés dans le Mayombe et donc très proche des Luango. C'était à la base la classe dirigeante qu'on appelait les Vili, au 15e, 16e siècle, lorsque des voyageurs comme Dapper, des gens comme Munk, des gens comme Widman sont passés par le port de Pointe-Noire pour prendre des esclaves par les ports autour du Kwilu, par le port de Pointe-Noire, les ports autour du Kwilu pour prendre des esclaves. Ce sont les témoignages qu'ils ont laissés. Dapper, par exemple, nous parle des gens de Bokeme-Ale dans son livre. On a pas toujours bien trouvé où c'était. On sait que c'est dans les environs de Sibiti. Il dit que ces gens-là chassaient l'éléphant pour le Maluango. Et que celui-ci, donc le Maluango, recrute sa garde personnelle chez les Yaka. À l'époque, les Hollandais écrivaient les Jaga. Vous allez souvent retrouver ça dans les livres, et Yaga, tout simplement parce que le J en néerlandais n'existe pas, et, le Y, pardon, en néerlandais n'existe pas, ça s'écrit J. Donc quand vous rencontrez Jaga, on parle des Yaka. La question de savoir est-ce que les Yaka qui sont en République démocratique du Congo et les Yaka qui sont au Congo sont les mêmes, divise encore les chercheurs. Une étude génétique est nécessaire. Il y a deux hypothèses. Les deux hypothèses voudront que, la première hypothèse voudrait que soit ce sont deux groupes complètement distincts dont c'est juste le nom qui coïncide parce que leurs langues sont évidemment différentes. Ils ont plutôt adopté des langues chacun des populations qui les entourent et ceux qu'ils ont rencontrés durant leur vie. L'autre hypothèse, c'est de dire que ces langues se sont différenciées seulement tardivement, c'est-à-dire qu'après le 15e siècle. Avant le 15e siècle, ils parlaient la même langue et c'est eux qui dominaient la partie qui se trouve justement autour du pool Malébo, autour du Stanley Pool. Donc le bassin qui sépare Brazzaville et Kinshasa, que c'est eux qui le dominaient avant que les Tékés ne les chassent et même ne les soumettent. Donc on va arriver chez les Tékés tout à l'heure. Déjà à l'époque de la prise d'indépendance du Luango, la zone donc entre Bokosongo et Mindouli est une zone de fort conflit avec les gouverneurs du Nsundi qui commencent à baisser de plus en plus de puissance et de pouvoir et à cause des minerais qui s'y trouvent. Mais toute cette petite géopolitique va être brisée à partir du 15e siècle lorsque vont déferler ce que nous avons appelé donc les Batékés. Les Batékés, en fait, si je prends le résumé qu'en fait Pierre Vénétier dans son excellent livre Géographie du Congo, les Batékés seraient donc originaires du nord-est de là où ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils seraient descendus du nord de la République démocratique du Congo, peut-être du sud du Soudan. On peut le dire, il y a des archéologues qui l'avancent, notamment parce que leur connaissance de la métallurgie, leur technique de construction des hauts fourneaux et leur technique d'extraction des minerais est très proche de celle de cette région du sud du Soudan, nord-est de la République démocratique du Congo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils apparaissent dans le jeu à partir du 15e siècle. Ils viennent, ils occupent donc une zone allant du Poul au sud, ainsi que toute la rive de la RDC qui jadis Ponstan était occupée par les Yaka jusqu'aux frontières du Kasaï, d'où viennent une grande partie de leurs esclaves. On a retrouvé des traces, vous savez, en 1800 et quelques, en 1808, lorsque l'Angleterre interdit l'esclavage et que les bateaux anglais se mettent à attaquer tous les bateaux esclavagistes dans l'océan Pacifique et dans l'océan Atlantique du côté nord, ils les prenaient et ils les libéraient en Sierra Leone. Bien, on leur demandait, vous venez d'où, quel était votre village, qui vous a attrapé. Bien, beaucoup d'entre eux étaient attrapés par des Batékés au Kasaï. Donc leur zone d'influence est très 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 grande, bien plus large que ce que l'on dit et que l'on pense généralement. Ils avaient une organisation assez solide, contrairement aussi au fait qu'en observant de l'extérieur, c'est un État qui n'est pas
très centralisé. C'est-à-dire que l'État n'a pas de province, l'État ne va pas percevoir des impôts ou des tributs auprès des différents chefs locaux. Il y a des makoko partout, sur tout le long. C'est-à-dire que chaque chef de village s'appelle makoko, même si le nom peut changer d'accent d'un lieu à un autre. On va l'appeler okoko, on va l'appeler mokoko, on va l'appeler anko, on va l'appeler makoko. Il y en a partout et il n'y a pas vraiment de rapport de vassalité, mais dans leur intelligence, ils savaient mettre une organisation générale pour s'entendre sur un certain nombre de choses et ils ont installé un véritable monopole commercial en partant de la RDC, c'est-à-dire que toutes les populations que vous entendez, les Bayan, si par exemple, ce sont des peuples qui étaient sous domination Téké et qui sont mélangés avec les Téké jusqu'aux confins du Poul, à la limite de l'Ando, et de l'autre côté, donc comme on a dit, jusqu'au Kasaï. Regardez sur une carte, c'est une zone assez vaste, assez importante, où cette influence a été très forte à dominer, dans lequel ils ont commercé. Leur grand art du fer leur a permis d'exploiter des métaux qu'ils allaient revendre à l'intérieur de ces terres-là, ramenant des esclaves. Les Luango venaient leur vendre. Dès leur arrivée, déjà, les premières tâches de commerce avec les Luango étaient très tôt. Les Luango allaient leur vendre du sel et à la place, et certaines babioles ramenées donc par les vendeurs d'esclaves, des tissus, de la verroterie, de la poudre à canon, des armes, de la poudre de chasse, des armes, ainsi de suite. Et eux, en retour, ils leur fournissaient en esclaves et en ivoire. Il y a encore, au jour d'aujourd'hui, des peuples Téké dans le sud, dans le Congo central. Il y en a encore, les Ngenge, les Mfunu, les Mfinu, les Oum, qu'on appelle souvent les Umbu. Il y en a encore dans toute cette zone-là. Et il faut lire sur ces chapitres-là Vansina, qui est très détaillé sur la question de l'étude du pays Téké sur les deux rives. Les Téké, à leur arrivée donc sur ce territoire, les premiers à subir, chez nous, au Congo, au Brazzaville, les premiers à subir l'avancée de cette puissance, ce sont les Mbeti, qui vont se retrouver repoussés dans un premier temps vers le nord de là où ils habitaient, c'est-à-dire qu'ils occupaient sans doute cette place, cette partie des plateaux, et ils vont se retrouver repoussés donc du côté de la cuvette boisée, de la cuvette inondée. Ils vont se retrouver de ces côtés-là, ainsi que les quotas qui vont donc laisser la place au peuple le plus puissant qui est arrivé. Ça se passe comme ça, malheureusement, c'est pas pour médire des uns et des autres. Et ils vont se retrouver dans ces zones-là, d'autres iront jusqu'au Gabon et ainsi de suite, mais ce n'est qu'une première grande poussée qu'ils vont avoir. Ils vont pousser évidemment les pygmées qu'ils vont confiner dans les forêts, mais aussi certainement tous ceux qu'ils vont trouver dans le Poul, parce que la zone n'était pas libre, les Yaka, les Punu, les Lumbu, qui, pensant, vivaient avant dans cette zone, avant de se retrouver coincés dans les forêts et les montagnes difficiles dans lesquelles on les a logés. Et c'est ainsi, selon beaucoup, que les Yaka de l'autre rive vont se retrouver donc finalement de l'autre côté jusqu'au dans le Bandundu, poussés par les Batéké qui ont repris la puissance sur ces lieux-là. Du côté du Congo, l'extension ouest plutôt, la plus poussée des Batéké sera donc du côté de Sibiti là-bas et du côté de Nsiaki où les Nsaï et les Lali vont être les groupes qui vont être directement en contact avec les Yaka de l'autre côté, mais les Congos qui sont déjà là, de part et d'autre donc du Nyari, ne seront jamais bousculés par cette avancée des Batéké. Ils vont plutôt commercer en toute intelligence, car comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. En contrôlant ainsi le Stanley Pool, les Téké vont être des intermédiaires clés à partir de cette zone entre pratiquement toutes les zones de l'Afrique, qui veulent passer par cet endroit-là, soit en utilisant le fleuve jusqu'à sa partie navigable, soit en traversant par terre. Mais en fait, ils vont créer une espèce de triangle de puissance qui vont faire qu'ils vont être incontournables dans le commerce de toute cette zone jusqu'à la frontière du Luango, avec qui ils commercent en toute intelligence. Ces installations, comme on l'a dit, sont souvent pacifiques et négociées entre les loups, mais il y a des moments où les intérêts politiques deviennent tellement complexes qu'on en arrive aux armes et on en arrive au feu. C'est ce qui se passe en 1491 et en 1505 lorsque les Téké attaquent le Congo par le royaume de Ntsundi.
Il y aura deux guerres qui seront très importantes, qui sont attestées par plusieurs dires. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il y a des gens qui arrivent sur les côtes et qui savent qu'il y a une guerre qui se passe à l'intérieur parce que les gens ont besoin de plus de métal, de plus de ferraille pour fabriquer des flèches. Ces deux guerres sont bien connues et bien ciblées. Et d'ailleurs, celle de 91 qui fera que celui qui gagnera cette guerre, c'est lui qui ira prendre finalement le pouvoir en Banza Congo. Et l'histoire sera racontée au niveau de Banza Congo. C'est un grand héros qui a combattu donc du côté de Nsundi, c'était le gouverneur de Nsundi, qui sera d'ailleurs connu plus tard sous le nom de Alfonso Ier. On sait aussi que le premier royaume Teke donc sera créé au XVIIe siècle, donc en 1600 et quelques, vers la période où le royaume Congo s'éteint, sera créé le premier royaume Teke. On sait que ce royaume sera éteint et un deuxième royaume viendra au XVIIIe siècle qui sera le royaume d'Ilo. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Ilo, le Makoko Ilo qui a signé avec Pierre Savorgnan de Brazza, n'est que le troisième de sa lignée. C'est-à-dire que dans sa dynastie, il n'y avait que deux rois avant lui. Ce témoignage, nous l'avons notamment de Dapper, mais aussi de Léon Guiral qui a visité que Hakim Makoko avec son frère Mpo Ntaba, ont fait visiter à Léon Guiral les tombes où on a enterré les anciens rois. Il n'y en avait que deux. Mais on sait avec certitude que le royaume de Mokoko Ilo n'est pas le seul royaume Teke. Il y en a eu un 100 ans ou 150 ans avant qui s'est éteint pour des raisons que l'on ignore. Et dans la capitale, il n'était d'ailleurs pas loin d'Ombe. C'était pas notre groupe Teke qui dirigeait, c'est le même. Mais c'est pas là où se trouve le village de Mokoko Ilo, mais c'est un endroit qu'on appelait Mbenkulu. C'est-à-dire, les Batéka appelaient ça comme ça veut dire l'ancien Mbé. Mais avec la nouvelle dispersion des Sundi, donc à l'orée du 18e, 19e siècle, le royaume Teke le deuxième royaume Teke donc de Mbé ne connaîtra pas l'éclat qu'avait connu le premier et va connaître son effritement, sa disparition progressive. Les Congo gagnant de plus en plus de terrain, s'installant sur des zones habituellement contrôlées par les Teke et même par la colonisation de toute la partie qui concerne, qui va de Mindouli jusqu'à Kindamba, Vinza, jusqu'à Kimba, et toutes ces zones-là vont pratiquement couper en deux les zones d'activité Teke, et aussi l'interdiction de l'esclavage va mettre fin à la partie la plus lucrative de leur commerce. Les Luango, nous l'avons dit, est un royaume qui s'est détaché du royaume Congo assez tôt, plus tôt que ne le prétend le roi du Congo, selon la plupart des historiens, parce que le roi du Congo écrit au roi du Portugal en 1530 et quelques, pour lui dire que bon, ben, voici mes possessions dans lesquelles il compte le Congo, alors que le roi du Portugal, dans lequel il compte le Luango, pardon, alors que le roi du Portugal commerce déjà avec le Luango, sont passés par lui, et ce qui va imiter donc le prince qui dirigeait la province de Soyo aussi, donc ils vont se détacher. Mais c'est un royaume, comme on l'a dit, qui a été créé au Cabinda et qui s'est déplacé vers le nord par la suite. Les Dondo vont arriver avec cette vague d'immigration venue du Nsundi. Les Dondo apparemment font partie, donc on l'a dit, du groupe Babwende. Et Babwende est un très grand groupe donc dont on donnait des sous-noms. J'avais dit dans la première vidéo que les Lari étaient issus de trois groupes Congo différents selon le témoignage recueilli chez eux par Georges Ballandier et avant Georges Ballandier par le docteur Adolphe Curo en 1886 ou 87. Il venait de trois groupes, donc nous avons dit un des trois groupes c'était les Mingenge. Mais les Mingenge ne sont qu'un sous-groupe du groupe Babwende qu'on appelait Mingenge parce qu'ils habitaient à côté d'une plantation des Mingenge qui sont ces petits fruits jaunes là très acides qui même quand ils sont mûrs sont acides. Et donc on les a appelés les Bissimingenge, ceux du Mingenge, mais ils faisaient partie du grand groupe des Babwende parce qu'il y en avait d'autres qui s'appelaient des Babwende Lulari par exemple dans ce groupe. Le Lulari étant un cours d'eau, une rivière, et c'est comme ils habitaient à côté, on les appelait les Babwende Lulari. Le nom Lari provient probablement de ces Babwende Lulari. Les Babwende donnent aussi d'autres groupes comme les Bantandu, appelés comme ça simplement parce qu'ils habitaient en amont du fleuve. Ntandu veut dire en haut. C'est d'ailleurs comme ça que les Lari appellent les originaires du nord du Congo. C'est-à-dire ils appellent les Sintandu. C'est-à-dire que ceux de l'amont du fleuve, eh ben, ils appelaient les Babwende, appelaient la partie des Babwende qui vivaient en amont du fleuve Congo, c'est-à-dire dans la partie vraiment collée avec Kinshasa. Avant d'arriver à Kinshasa, les Bakongo là-bas, on les appelait les Bantandu. Mais le Kintandu qui est parlé là-bas en RDC,
et le lari sont deux langues intercompréhensibles sans interprète. C'est juste l'accent qui change, des mots plus utilisés ici que là-bas et c'est tout. De la même manière que le lari est intercompréhensible avec le dondo. De même manière que le dondo est intercompréhensible avec ce qu'on appelle le manyanga. Mais dans le terme manyanga, qui n'est que le nom d'un marché qui se trouve au sud du territoire de Luozi, on mélange tout et n'importe quoi. Si bien que d'ailleurs les Manyanga ont cessé d'appeler la ville de Manyanga, on cessé de l'appeler Manyanga l'année dernière et ça s'appelle désormais Mpioka. Parce qu'ils ont toujours refusé le terme de Manyanga qui ne veut rien dire. C'est Stanley qui les appelait comme ça simplement parce que le marché s'appelait Manyanga. Donc les Badondo sont donc ces Babouendela. Les Bakamba ont peut-être été trouvés là plus tôt. Les Minkenge font partie des Sundi qui sont montés dans la première vague au XVIe siècle avec les Sundi de Londelakai, avec les Sundi de Kimongo. Ils font partie de ce groupe-là qui se sont même détachés, peu le savent, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des Sundi qui habitent dans la zone Bembe. Les Bembe, quant à eux, viennent également d'une Sundi, ont suivi le mouvement et sans passer par Boko, les témoignages écrits sont là. Sauter le dit, comment il s'appelle, je voulais parler donc de Georges Dupré, spécialiste des Babembe, qui a écrit un livre vraiment que je conseille à tout le monde qui s'appelle Les naissances d'une société, espace et historicité chez les Bembe. Ce sont des études qui étaient faites à l'époque de l'Eurostom. L'a écrit, l'a reconfirmé, ainsi que Bernard Guyot l'a écrit, l'a reconfirmé. Ils sont arrivés donc lors de ces migrations de deuxième vague des Sundis, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle. Lorsqu'ils arrivent, les Congos, Banseke, qu'on appelle aujourd'hui Congo Boko, les Laris sont déjà installés dans le pool, ils traversent le couloir du pool, ils arrivent bel et bien à Mindouli, les témoignages de leurs anciens interrogés s'en rappellent encore, ils continuent leur progression jusque dans le territoire de Muyonzi qui était très peu peuplé à l'époque, il n'y avait que des pygmées qui habitaient là, et puis ils les ont repoussés dans les forêts comme font souvent les Bantous, et il y avait quelques Bateke qui se sont soit mélangés avec eux, ce sont des Bateke Lali et des Bateke Nsaï, qui sont soit restés avec eux dans la communauté, soit qui sont repoussés un peu plus loin à Nsiaki, ou alors dans leur siège près de Sibiti, parce que les Lali ont toujours été, c'est leur fief d'origine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont conquis la zone, ils sont toujours restés à ce niveau-là. Il y a d'autres populations que les Babembe ont rencontrées donc dans leur zone d'occupation actuelle, notamment les Yari. Ces études, il faut le rappeler en passant, sont vraiment des exercices croisés. On interroge les personnes les plus âgées et qui sont reconnues par la communauté comme étant des gens de mémoire et qui savent d'où les gens venaient. On les réunit. C'est pas parce qu'en général on oppose les recherches des sociologues à ce que le grand-père a dit, à ce que dans ma famille on nous dit que oui mais c'est seulement une famille. Eux ils écoutent 30, 40, 50 personnes. Ils font un tri des récits. Ils prennent les récits concordants, ils les vérifient. Ils ont la connaissance de ce qui se passe à 2000 km plus loin. C'est-à-dire quand vous êtes Bembe, vous leur racontez d'où est-ce que vous êtes venu. Vous avez des versions différentes. Ok, ils vous écoutent tous. Mais ils font la comparaison parce qu'ils ont les moyens, eux, de savoir aussi, quand vous dites que nous sommes passés par Boko, de repartir, demander à Boko si eux, ils ont la mémoire de gens qui parlaient telle langue qui s'appelait les Bembe. Ils ont la capacité de repartir jusqu'au Bas-Congo, à Boma. Si vous êtes passé à Boma, ils ont la possibilité de voir tout ça. On fait des études linguistiques aussi qui sont très poussées. Vous savez, les langues bantoues sont classées selon un cadre qu'on appelle la classification de Guthrie. Elle n'est pas parfaite, mais elle est très utilisée. C'est une classification qui se fait par lettres A, B, C, D, E, F jusqu'à S. Chaque langue se trouve incluse dans un groupe donné et puis qui est subdivisé. Par exemple, les Bateke sont du groupe B, B10, parce qu'il y a un groupe B, il y a un groupe B20, B30, B40. Les Bateke sont dans le groupe B10 et vous allez voir par exemple que je dis ça vraiment au hasard parce que j'ai pas en mémoire, mais vous allez voir les photos apparaître. Le groupe B10, ça va être le Bateke Nziku. Le groupe B11, ça va être le Bateke Gangoulou. Le groupe B12, ça va être le Tio. Le groupe B13, ça va être le Lali. Et si une langue est très proche comme le Lali et le Nsaï, ça va être B13A, le Nsaï. B13B, une autre langue Teke,
très proche de la première, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, toutes les langues bantoues de toute l'Afrique sont ainsi classifiées par la classification de Guthrie. Cette classification fait l'objet de révisions régulières, soit parce que dans un pays, on estime que la distanciation qui avait été mise, par exemple, entre le Sundi de Mpangala et le Lari n'existe plus, donc on va décider que les deux font partie de la même langue et on va lui donner un seul nom. Soit on va les séparer, soit une autre langue est apparue, soit on trouve que le calcul colonial n'était pas très précis, on fait autrement. Donc vous avez les Bateke qui se trouvent dans le groupe B10, vous avez les Bakongo qui se trouvent dans le groupe B10, aussi H10 pardon, et vous avez le H11, ça va être le Bembe, le H12 ça va être le Vili, le H13 ça va être le Kuni, le H16 ça va être le Lari, le H16A ça va être le Lari de je sais pas moi, de Boko, H16B le Lari de Mpangala, H16C le Lari de Makelekele, parce qu'il y a des chercheurs qui sont assez pointilleux pour aller faire ce genre de distanciation. Donc, ce sont des études qui associent donc l'écoute des populations, les enquêtes de terrain, ça associe l'histoire, ça associe la lecture des autres écoutes, parce que quand vous écrivez en 2020, il faut savoir qu'il y a déjà 50 écrits derrière, donc il faut faire des comparaisons. Ça associe beaucoup de choses. Aujourd'hui, aucune enquête de ce genre ne peut se faire sans génétique des populations. Donc, on fait même des examens génétiques pour voir quel peuple est quel proche de qui et de par où il est passé, du côté maternel, du côté paternel. On essaie de voir un peu comment cela fonctionne. Donc, c'est comme ça qu'on connaît toute cette histoire de manière générale, pas seulement chez les Babembe, pas seulement chez les Lari, pas seulement chez je sais pas quoi, mais aujourd'hui, c'est des études qui sont très poussées. Du côté nord, en commençant par l'Alikwala, c'était une zone très peu peuplée. À l'époque, il y avait des Bongili qui vivaient là, peut-être une migration à un moment donné, mais difficile à savoir. Mais ce sont les Bongili qui ont reçu à peu près, donc au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, les invasions des autres peuples, c'est-à-dire les peuples du groupe Sanga, parce que je rappelle encore que le groupe Sanga, c'est celui de l'Alikwala et non de la Sanga. Ces peuples du groupe Sanga, qui sont donc les Bondongo, les Mbonjo, les Munjombo, les Banza, les Enyele, qui se succèdent les uns après les autres et petit à petit viennent occuper la zone, poussant les Bongili le plus au sud possible. Ces peuples viennent du nord, donc du côté de la Centrafrique, mais avant d'être là, ils venaient du nord-est, eux aussi, et poussés par l'esclavage, poussés par les pressions des Arabes et de tout cet esclavage qui sévissait du côté est, vont arriver jusque dans cette zone, remontant l'Ibenga, la Motaba, descendant également l'Ubangi, sud pour infiltrer l'ensemble de ces zones. Il ne faut pas oublier non plus les Bomitaba qui viennent de la même migration, mais qui restaient un groupe fermé et bloqué et qui était très fort à se déplacer, à essayer de faire sa petite place avec leur ethnie voisine. Parfois, on les appelle des cousins, hein, les Babolés qui vivaient à leur sud, qui aujourd'hui existent encore, mais il y a des Babolés qui se disent Bomitaba, mais aussi les Kabonga qui étaient au nord. C'est des groupes qui ont toujours été voisins et cousins, se sont déplacés ensemble. Mais une autre particularité de ces groupes, c'est qu'ils se déplaçaient avec leurs pygmées, c'est-à-dire que de là où ils venaient, ils avaient des pygmées qui venaient avec eux, qui étaient les éclaireurs, qui prenaient les chemins en premier, qui étaient leurs chasseurs, qui étaient leurs aides constructeurs. C'est une espèce d'esclavage où chaque famille possédait ses familles pygmées. Il y a aussi, donc, dans la Sanga à proprement parler, le groupe Maka, qui a une histoire assez rocambolesque, qui est parti d'Éthiopie. C'est ce que plusieurs chercheurs ont démontré. Ils sont remontés vers la boucle du Congo. Ils doivent avoir aussi un cousinage avec certains groupes restés au centre du Congo. Ils sont remontés vers le nord du Congo, Kinshasa, dans la boucle que forme le fleuve Congo. Ensuite, repoussés à partir de là par les peuples Ngombe, qui les ont repoussés du côté de la République centrafricaine. Ils sont allés du côté du Cameroun, dans la région de Mbalmayo. Là, les fonds les ont encore repoussés du côté du Congo. Et ce n'est qu'à l'arrivée de la colonisation que la colonisation les a finalement fixés dans la Sanga, où ils étaient de passage. Dans les groupes Maka, on trouve donc à l'ouest de Swanké les Ndjem et à l'est de Swanké les Bekwil, que nous appelons les Bakwele. Et puis, vous trouvez autour de Wesso les Pomo et les Bomwali qui, sans doute, habitaient la partie plutôt de l'Alikwala et ont été repoussés à l'intérieur des terres par les invasions des Sanga.
Parmi les Sangas, les Pomos sont des Sangas aussi, mais qui ont été repoussés parce que c'était une vieille immigration. Vous avez aussi des Bomassa, vous avez des Ikenga, vous avez des Kaka. Et tout ça, ce sont les ethnies Sangas. Ensuite, vous avez les Bobangi, qu'on appelle aussi les Bangala, qui sont originaires en fait de la RDC, qui sont rentrés au Congo, qui se sont dispersés. Il y a les Likuba qui ne sont pas allés bien loin. Ils sont encore là où ils sont à Mosaka. Mais surtout, le groupe le plus important est le groupe Mboshi au sens large, qui s'est divisé au sens strict par les Mboshi stricto sensu, les Makwa, les gens de Wando, les Koyo, voilà, qui sont divisés et ont occupé la zone qui est la leur. Mais en occupant la zone qui est la leur, c'était la zone qui était chez les Mbeti. C'est-à-dire que les Teke, en arrivant, avaient refoulé les Mbeti vers la cuvette, qui commençaient à habiter dans ces gens-là, et les Mboshi les ont encore plus repoussés, confinés maintenant à l'est du Congo, jusqu'au Gabon, où ils atteignent la région de Franceville. Les Teke ont par contre résisté à la poussée des Mboshi vers le sud et ont tenu bon leur position. Voici au gros l'histoire de la population de l'occupation du territoire congolais. Zone de passage, zone de peuplement des normes bantous, donc même ceux que vous voyez en Afrique de l'Est sans passer par le Congo, grande zone d'habitation. Premier grand royaume créé, royaume Congo au XIIIe siècle. Ensuite, le royaume Luango se détache et arrivée des vagues de migration qui deviendront plus tard les Teke, s'appelaient peut-être pas comme ça à l'époque, et même jusqu'à des époques assez récentes, parce que les premiers Portugais qui arrivaient jusqu'à Banza Congo n'entendaient pas parler de Teke. Il y avait plusieurs noms divers qu'on les donnait, notamment le nom Nziku, qui a donné le nom de Anzik, et on appelait le royaume des Anzik. Ça vient de Nziku, qui sont les Teke de Djambala. Et donc, voilà, ils ont créé des populations. Vous avez les Kukuya, vous avez les Gangwel, qu'on appelle les Gangoulous, vous avez les Tio, vous avez les Baboma, vous avez les Teke Lali, vous avez tout un tas de Teke qui sont arrivés, qui ont occupé une zone, un triangle allant entre chez les Bagangoulou, le pays Yanzi en face en RDC, descendant jusqu'au Kasaï, remontant jusqu'au Poul qui était vraiment le siège du royaume Teke. C'était vraiment là parce que c'est la fin de la navigabilité du fleuve, c'est là qu'ils prenaient leurs taxes, c'est là qu'ils prélevaient leurs dûs, c'est là qu'on donnait les esclaves à ceux qui devaient les transporter du côté du fleuve. Les Nsaï et les Ali étaient des grands chasseurs d'esclaves également, d'éléphants. Pour les éléphants, ils se fiaient plutôt au Bayaka. Donc, ils se sont installés là. Ils ont commencé à attaquer le royaume Congo dans son nord, dans la province de Nsundi, et se sont développés. Plus qu'un royaume, le système Teke est un système, c'est une civilisation, plus qu'un royaume dans le sens de palais, d'ordre, de gouverneur, c'est plutôt une grande civilisation qui a su, par sa culture, essayer de se diffuser et de donner des germes de son commandement à d'autres peuples. On gardait le système de commandement Teke. Le royaume Congo a commencé par se disloquer et les gens ont commencé à s'éparpiller à cause des nombreuses guerres civiles qui se sont passées là-dedans. Les Congos ont commencé à remonter, stoppant et cassant le rythme de diffusion et d'organisation du système de la civilisation Teke. Au XVIIIe siècle arrive déferlent les Mboshi et les Sanga qui arrivent pratiquement au même moment, occupent des zones, ballottent et repoussent des populations qui avaient déjà été ballottées avant, repoussées avant, et qui se retrouvent éparpillées à l'intérieur des terres, confinées dans des forêts et sur des montagnes, pas seulement les Pygmées, mais aussi des populations telles les Pounous, tels que les Bouissi, tels que les Tsangi, tels que les Kota, tels que les Mbeti, toutes ces populations qui ont subi beaucoup de mouvements parce que pas très nombreuses et pas très organisées en État. Nous avons fait le tour sur les questions ethnographiques. Nous reviendrons sur d'autres sujets, sur d'autres lectures, sur d'autres choses à partager. Beaucoup d'entre vous, à chaque fois que nous finissons une vidéo, nous demandent de faire un livre, mais il faut déjà que vous soyez nombreux à aimer les vidéos que nous faisons, à partager, à vous abonner à notre page YouTube pour nous encourager à continuer. Je vous remercie beaucoup. C'était Hervé Maïka. Je vous retrouve sur d'autres sujets et à très bientôt.